Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on fait ça un petit peu différent que d'habitude. Cette semaine, on ne demandera pas à notre invité la question qui tue. Au contraire, cette semaine, notre invité va demeurer anonyme. Pour des raisons tout à fait légitimes. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de respecter le choix de notre invité. On l'appellera Leila avec les pronoms Yel et I pendant le podcast pour pouvoir continuer à avoir une conversation à ce moment-là. Le sujet de cette semaine, c'est un sujet un petit peu différent aussi. On parle de comment survivre à une agression sexuelle ou être survivant à une agression sexuelle. Donc, notre invité, je te dis bonjour. Bonjour, Leila. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien toi? Oui, très bien. Tout d'abord, je voulais te dire merci d'être venu et d'avoir accepté de parler d'un sujet comme celui-là. Je sais que ce n'est pas un sujet facile. Donc, merci beaucoup de ta présence et du partage que tu vas faire d'avance. Oui, ça me fait plaisir. Donc, si tu me le permets, Leila, on va embarquer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu pourrais décrire, évidemment, là, de comment tu te sens confortable? Qu'est-ce qui s'est produit exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle situation tout ça est arrivé? Mais en fait, dans les dernières années, j'ai été victime non seulement de une, mais de deux agressions sexuelles, parce qu'apparemment la vie pensait qu'une n'était pas suffisante. C'était dans des circonstances différentes. Le premier qui a eu lieu en printemps, c'était dans la région de Montréal, et la deuxième étant sur la rive nord, où j'habitais auparavant. Donc, c'était des circonstances un peu différentes, mais puis aussi la façon que la situation a été gérée, ça a été de façon différente aussi. Je pense notamment au fait que la deuxième situation qui avait eu lieu cet été, j'ai pu appeler la police en fait alors que l'agresseur était encore chez moi. Donc, la police, par exemple, ont pu intervenir puis l'arrêter tout de suite et poser des questions en interrogation de façon plus immédiate. OK. Et donc, ça, c'est celle qui s'est passée cet été, c'était la première que tu mentionnais? Non, c'était la deuxième. Il y avait OK. un premier à Montréal ce printemps, puis le deuxième en été sur la rive nord. OK. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement comment ça s'est passé la première fois? Dans quelle situation c'est arrivé? En gros, j'avais rencontré une personne, on s'est parlé sur des applications du genre Tinder. Puis on s'est rencontrés pour la première fois. On a décidé de louer une chambre d'hôtel pour une première fois, question de faire un peu romantique. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le matin en réveillant, j'étais pas encore tout à fait comme réveillée slash consciente. Puis c'est là qu'il y avait eu une relation non consentie. Justement parce que j'ai pas pu vraiment m'exprimer parce que j'étais vraiment comme endormie. À ce moment-là, j'ai pu aller voir des amis, puis on peut expliquer la situation. Puis c'est à ce moment-là que mes amis ont appelé la police, en fait, pour que je donne un statement, puis raconter un peu ce qui s'est passé. Euh, donc ça, c'était au mois de mai environ. Donc, étant donné qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de personnes, la population générale étant plus grande que sur la rive nord, les temps d'attente pour avoir des nouvelles puis pour pouvoir aller de l'avant sont beaucoup plus longues. On m'avait dit que ce serait un 4 à 6 mois juste pour parler à un investigateur de la situation. Ouais, 4 à 6 et mois? ouais, et je peux dire, on est début novembre, j'ai toujours pas eu de nouvelles, mais j'ai toujours pas parlé à un investigateur malgré que c'était début mai. On m'avait dit comme raisonnement que c'était que pendant l'été, ils avaient moins de personnes dans le service d'investigation, donc ils priorisaient à ce moment-là soit des cas domestiques ou des cas internes des enfants, ce qui est complètement légitime, mais ça m'a fait sentir un peu moins priorisé, bien évidemment. Je vais être honnête avec toi, je suis un petit peu flabbergasté. Mhm. C'est quelque chose qui me surprend un petit peu. Euh,
dans ma tête, toutes les situations comme celle-là sont importantes un peu. Mhm. Je suis désolé que ce soit compliqué comme ça. Écoute, je suis un petit peu flabbergasté par ça. Ça doit être difficile de ne pas recevoir d'aide sur un événement qui s'est passé comme celui-là. Exactement. Donc, au moins, ce que j'ai pu faire, c'est, on m'avait dit comme quoi je pouvais remplir un trousse médico-légal, peu importe si je voulais porter plainte ou non. Donc, genre, dans le moment, je ne savais pas si j'allais porter plainte. Finalement, j'ai décidé que oui, même malgré que j'ai toujours pas eu de nouvelles. Mais j'ai pu aller à l'hôpital Notre-Dame. C'est l'hôpital à Montréal qui a une intervenante qui est spécialisée à remplir les trousses médico-légales. Donc, j'ai pu rencontrer quelqu'un, j'ai eu des tests sanguins, tests d'urine, des échantillons qui ont été pris. Comme ça, peu importe la décision que moi je prenais par rapport à faire plainte ou non, la police, le SPVM allait quand même avoir les échantillons pour des informations par rapport à la trousse. Et est-ce que ça a pris du temps avant que tu prennes la décision d'aller voir la police suite à ce qui s'est passé à la chambre d'hôtel, ou est-ce que tes amis t'ont convaincu, comme tu disais, tes amis t'ont convaincu, ou est-ce qu'ils t'ont convaincu relativement vite d'y aller? Ben, en fait, c'était la journée même que ça s'est OK. passé. Moi, étant pas vraiment quelqu'un qui a énormément de confiance dans l'SPVM, j'étais un peu surpris puis un peu frustrée au départ, comme quoi ils avaient appelé la police pour venir me parler sans m'avoir averti auparavant. Mais c'est par après que j'ai réalisé à quel point c'était important de quand même remplir la trousse. Quoique, je dirais, le seule plainte que j'ai par rapport à l'SPVM, c'est j'avais l'impression qu'ils ne prenaient pas le même niveau d'importance que mes amis voyaient dans la situation. Par exemple, j'avais des douleurs au niveau des hanches que je voulais faire vérifier par un médecin. Et supposément, la police est supposée vous accompagner à l'hôpital en question pour vous assurer que vous êtes suivi. Et quand on avait fait la demande, ben, ça veut dire, mais pourquoi on ferait ça? Donc, ils ont refusé de nous porter à l'hôpital. Ben, Donc, c'est un petit peu étrange parce qu'effectivement, la police, normalement, est censée prendre des informations sur justement les douleurs, le genre de choses qui s'est produit, tout ça. mhm. Donc, c'est effectivement un peu étrange. Je crois que ça vient probablement, et encore une fois, je suis un peu triste de dire ça, mais encore aujourd'hui, c'est dur quand on est victime d'une agression sexuelle de se faire prendre au sérieux Oui, par la définitivement. police, apparemment. Là. Ouais. C'est quelque chose que je trouve très malheureux. C'est quelque chose, en tout cas, on va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Mhm. Euh, Ensuite aussi, euh, tu disais que c'était arrivé une deuxième fois, mais que cette fois-là, la réponse de la police avait été immédiate. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'avais invité une personne chez moi. C'était une soirée d'été au mois de juin avant que je déménage à Montréal. Donc, j'habitais sur la Rive-Nord à ce moment-là. Puis, c'est ça, la personne avait vraiment bu beaucoup trop d'alcool et il y a eu une relation non consentie. À ce moment-là, la personne, en fait, il s'est endormi comme tout de suite après dans mon lit. Donc, j'étais comme un peu coincée entre le lit et le mur de ma chambre. Mais j'ai Ouf! réussi. Ouais, non, puis c'était comme à 2 heures du matin. Puis j'ai réussi à me comme faufiler jusqu'au salle de bain. Puis j'ai pu appeler la. En fait, j'avais demandé à un ami qu'ils appellent la police pour moi. Puis en temps de 8 minutes, ils étaient chez moi. C'était impressionnant étant donné que, un, c'était sur la rive nord et deux, c'était à 2 heures du matin. Donc, ça m'a surpris à quel point c'était rapide. Mais c'est ça, j'ai pu sortir de l'appartement, attendre dans une voiture de police. Ils ont arrêté la personne, pris sa plaque d'immatriculation puisqu'il est venu en voiture. Puis l'a mis à la poste de police. C'était un peu compliqué de leur côté parce que la personne parlait uniquement anglais. Et sur la rive nord, plus que tu vas au nord, moins qu'ils parlent anglais. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. Donc, par après, la police m'avait amené à l'hôpital, mais un des inconvénients d'habiter sur la rive nord, c'est qu'il n'y a pas une intervenante qui est là 24 heures sur 24 pour faire la trousse médicale. Donc, j'ai dû attendre jusqu'à 8 heures du matin, donc à peu près 5 heures plus tard, pour faire le kit médico-légal.
Donc, entre-temps, ils ont fait, bon, on va vous amener à la poste de police pour que vous puissiez parler à l'investigateur. Mais lui, n'étant pas là jusqu'à, je pense, 6h30 du matin, j'ai quand même eu à attendre 3-4 heures dans la salle d'attente / dehors de la poste de police. Oh mon Dieu, OK. Ouais, heureusement qu'il faisait beau, mais quand même. Puis j'imagine Ouais. qu'en plus, c'est dans une situation après ce qui vient de se produire. Alors, j'imagine que tu ne te sens pas nécessairement bien dans ta peau à ce moment-là. Ça doit quand même être assez dur d'attendre comme ça, puis d'attendre que tout se passe aussi, là. Exactement. Heureusement, j'ai eu un de mes amis qui s'est pointé de Montréal jusqu'à Saint-Jérôme vraiment tôt le matin. Puis je suis vraiment thankful de cette personne-là qui a pu venir en aide. Parce qu'attendre plusieurs heures comme ça toute seule, j'aurais devenu fou. Mais je suis content qu'il y ait eu quelqu'un qui soit là pour te supporter sincèrement parce que c'est des situations où on a besoin d'un support moral, qu'on a besoin de quelqu'un soit là pour nous aussi, là. Oui, certain. Donc, c'est quoi, vers 6h30, 7h du matin, j'ai pu rencontrer l'investigateur de service de police. Puis, en gros, on avait parlé peut-être 1 heure et demie de tout ce qui s'est passé en détail. Il m'avait même fait, il y avait un tableau blanc dans la salle pour parler à l'investigateur, puis il m'avait fait faire un schéma d'à quoi ressemblait mon appartement, puis où était ma chambre et tout. Donc, toute cette discussion-là a été enregistrée pour que plus tard, ça puisse servir en cours de témoignage. On avait également enregistré les conversations que j'ai eues avec l'accusé sur Instagram. Puis, étant donné qu'Instagram, ils notifient la personne lorsque tu prends des screenshots en temps normal des conversations, ce que le policier avait fait, c'est qu'il a enregistré avec son cellulaire à lui mon téléphone, puis je faufilais dans la conversation en haut pour pas que ça notifie l'autre personne. Donc, pour pas que l'autre personne ait le temps de tout effacer dans le fond, là. Voilà. OK. Voilà. Ça, c'est clever, par exemple, là. J'aurais même pas pensé à ça moi-même. Ouais, non, j'ai pensé rapidement, mais j'étais comme, moi, non, ça serait mieux peut-être de ne pas avertir la personne, puis qui Oui. me bloque entre-temps, puis que ça efface toute la preuve qu'on avait. Mais en gros, c'était ça. Un des inconvénients, c'était vraiment des commentaires de slut-shaming de la part de l'investigateur de police. Oh, tu as eu des commentaires de slut shaming? Ouais, non, parce que c'est ça, parce qu'en fait, lui, il était au courant du premier incident qu'il y avait eu au mois de mai, puis il a fait ah, mais des relations, c'est supposé être spécial, puis comme quoi faire du genre casual sex, c'était un peu responsable de. Ouais, non, c'était vraiment comme louche comme commentaire. Déjà que tout le processus est très binaire et très ciscentrique. Donc, c'est ça que je me faisais appeler madame tout le long. Puis ça, j'ai pas pu éviter. Puis je me sentais pas nécessairement dans une position pour le call-out. Ouais. Donc, au final, ce qu'il disait, c'est que, étant donné que lui te considérait comme une madame, ben, c'était dangereux d'avoir du casual sex, puis qu'il Voilà. fallait que tu sois au courant de ça, genre. Voilà. Excuse-moi. Non, non, c'est complètement légitime. C'était la réponse que j'avais aussi. C'est un peu dégoûtant. Écoutez, je vous parle à vous, là, mes abonnés en ce moment. Premièrement, on ne blâme jamais une victime, peu importe la raison, que ce soit une personne qui a du sexe casual, que ce soit une personne qui n'en a pas, que ce soit une personne qui porte n'importe quel type de vêtements. On ne juge jamais la victime coupable d'une agression. Jamais. La victime n'a pas décidé de se faire agresser, l'agresseur a décidé d'agresser la victime. Ça, c'est la première chose à comprendre, puis c'est la première chose à appliquer dans la vie. Puis quand quelqu'un nous parle d'une agression ou quoi que ce soit, on oublie qu'est-ce que la personne portait, on oublie qu'est-ce qui s'est passé, si la personne avait bu ou pas. On oublie ce genre de choses-là. On comprend le rapport victime-agresseur. Merci. Excusez, je voulais faire une petite parenthèse. Non, c'est bien correct. Puis en fait, ça a un rapport justement. Je porte aujourd'hui un chandail de magasin qui s'appelle Les Folies Passagères et c'est écrit La nudité n'est pas un consentement. Exactement. La nudité n'est pas un consentement.
J'adore ton chandail. Je ne le vois pas, mais je l'adore. Mais on ne doit pas se sentir en sécurité non plus quand on arrive dans une situation où la police qui est censée nous protéger fait ce genre de commentaire-là qui est un peu comme... C'est un peu comme se faire dire que c'est de ta faute dans le fond, tu sais. Oui, puis j'en parlerai plus tard lorsqu'on va parler du développement de cette situation-là, mais j'ai eu d'autres commentaires aussi, non seulement de l'investigateur, mais aussi de la procureure par rapport à ce cas-là, qui sont Oh, un OK. peu flabbergastés. Pour ce qui est de la situation qui est encore, que tu n'as même pas encore vu un investigateur, là, parce que ça s'est passé à Montréal, comment qu'on se sent dans une situation comme celle-là où ça fait comme plusieurs mois, pas de nouvelles, comme on veut porter plainte, mais comme la personne est encore dehors en train de peut-être faire ça à d'autres personnes? Oui, non, ça te fait sentir très bas dans la liste de priorités et très dans le sens que ta destinée, puis la destinée de ce qui est arrivé reste dans les mains de quelqu'un d'autre. Et j'avais vu passer justement comme sur mon Instagram, c'était le premier agresseur, puis à un moment donné, il avait posté genre Living my best life ou une affaire de même. Puis c'était vraiment un coup dans le cœur parce que je me dis, tu es dehors, tu continues à vivre ta vie comme si rien n'était, puis c'est moi qui vis avec les conséquences. Comment, je ne sais pas comment amener ma prochaine question sans que ça ait l'air un peu too much. Puis la réponse est un peu évidente en même temps, mais comment qu'on se sent après s'être fait agresser sexuellement? Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens dans ta tête aussi, tu sais? Ça dépend parce que les deux situations, malgré que. Puis en fait, les deux situations se sont passées à un mois d'écart l'un de l'autre. Et le premier, c'était vraiment comme comment est-ce que ça a pu m'arriver. J'ai essayé de prendre des précautions, puis c'était vraiment une sorte de perte de contrôle. Donc, à ce moment-là, j'avais rasé ma tête parce que, puis je prenais vraiment des douches de façon fréquente parce que je voulais comme enlever cette sensation-là de ma peau puis de mon corps. Mais la deuxième situation, c'était surtout de la colère que je vivais parce que je me dis, ça s'est passé encore et des personnes semblent être en mesure de se dire, mais je peux le faire sans que ça ait des conséquences. Donc, quand le deuxième événement avait eu lieu, puis le gars s'était endormi à côté de moi, j'ai fait no way que ça se passe encore de la même façon, puis que j'attends 4 à 6 mois d'avoir des nouvelles. Donc, c'est pour ça que j'avais appelé la police tout de suite. C'était surtout out of spite, puis par la colère. Un peu dans le sens, c'est pas vrai qu'il va s'en sortir comme l'autre, genre. Voilà, voilà. Puis j'avais encore moins d'informations sur cette personne-là que le premier, donc je me dis, il va être plus difficile à traquer. Donc, je me dis, si la police est en mesure de lui rencontrer chez moi et sa voiture avec sa plaque d'immatriculation est dans le parking de mon appartement, ils peuvent voir toutes les canettes de bière qui sont à terre. Puis, justement, après, il fallait que j'attende avant de rentrer chez moi, même après l'hôpital, parce que mon appartement était considéré un scène de crime. Donc, j'ai pas pu rentrer chez moi avant, je dirais, midi à peu près, le temps que la police parle de chez moi. Puis, malgré le fait que c'était un scène de crime, en revenant, il y avait encore toutes les canettes qu'il fallait que je ramasse chez moi. C'est un peu retourné aussi dans ce qui s'est passé, j'imagine, qui doit être un petit peu une claque au visage quand même, un petit peu, là. Exactement. Surtout que souvent, on se sent beaucoup, on se sent toujours plus en sécurité chez soi qu'ailleurs. Et là, ça vient détruire ce sentiment de sécurité-là qu'on a dans sa propre maison, là. Oui, exact. Puis heureusement, j'avais l'intention de déménager, c'était comme 2 semaines plus tard, donc j'avais pas vraiment à tolérer vraiment longtemps le fait d'être dans mon appartement. Mais mon coloc, dans le temps, lui, était parti pour son training pour être dans les réserves canadiennes. Donc, j'étais pas mal toute seule, je dirais, dans l'appartement. Donc, j'ai passé les 2 dernières semaines chez mes parents pour pas à vivre toute seule chez moi, en sachant que ce gars-là sait où est-ce que j'habite maintenant. T'sais. Les semaines après, est-ce que ça a été difficile émotivement, mentalement?
surtout après, comme tu disais, là, 2 fois en l'espace d'un mois. Comment qu'on remonte mentalement de quelque chose comme ça? Comment qu'on se remet dans la vie de tous les jours, tu sais? Ouais, c'est définitivement difficile de retourner au travail. La première fois, je n'avais pas pris de congé de travail, mais les 2 ans et demi, j'avais pris la semaine et demie qui restait avant que je déménage. Mais le fait d'habiter à Montréal était comme un changement pour moi qui était apprécié parce que c'était un nouveau départ. Mais en même temps, je savais où que le deuxième agresseur vivait, puis c'est à 2 stations de métro d'ici. Donc, c'était une hésitation comme je veux pas aller dans ce coin-là, du coup que je le croise de quelconque manière, ça peut paraître bizarre, mais je suis encore une de ses amies sur Instagram parce qu'il poste dans quel coin de Montréal qu'ils sont, puis à quel gym qu'il va, puis j'ai pris mon abonnement ailleurs pour pas avoir à le croiser. Parce que ce gars-là pouvait facilement genre, me beat up s'il voulait. Là. OK. Donc, c'est beaucoup d'évitement au début que tu fais, puis d'essayer d'arranger ta vie pour vraiment éviter le moindre, comme le plus possible de ces rencontres-là. Mais à un moment donné, on se rend à un point où on se dit, il faut que je vive pour moi-même, puis que j'ai un mini peu de confiance de justice dans le système. Donc, j'imagine, oui, tout le temps cette peur-là de tomber sur la personne, sur tout ça, la peur comme tu dis, d'être forcé de garder un certain, sans nécessairement parler à la personne, mais de garder cette personne-là dans notre vie, puis dans notre vue sur les programmes sociaux, ça doit être dur de vivre avec ça. Hein? Oui, définitivement. Wow, OK, excuse-moi, Non, c'est correct. Puis c'était même difficile, surtout après la deuxième fois, parce qu'on dirait, quand j'avais parlé, mettons, à ma famille, avec qui je suis vraiment très proche, la première réaction après le premier événement, c'était surtout du choc, puis assurer, est-ce que tu vas bien et tout, mais j'avais l'impression qu'après le deuxième événement, c'était surtout la déception qui vivait comme quoi, genre, ah, ça t'est arrivé encore, tu sais, puis il me donnait sans que j'aie à demander, il me donnait des conseils pour être plus en sécurité, mais comme tu avais mentionné tantôt, c'est pas à la victime d'être plus ou moins sécuritaire, c'est à l'agresseur de ne pas agresser. Mais effectivement, puis tu sais, je vais être honnête avec toi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé. Puis, tu sais, puis là, je tiens à avouer que oui, il y a des hommes qui se font agresser, il y a des personnes non-binaires qui se font agresser, il y a des femmes qui se font agresser, mais dans un pourcentage de grandeur, les femmes sont souvent beaucoup plus victimes d'harcèlement sexuel. T'sais, ça, c'est sûr. Et souvent, ce qu'on va dire aux dames, aux femmes, c'est si tu ne veux pas te faire agresser, il faut que tu fasses ci, il faut que tu surveilles ton verre, il faut que tu surveilles comment t'habiller, amène-toi une arme pour te protéger, ne sors jamais toute seule, ne bois pas trop. Puis c'est comme, à un moment donné, c'est comme, hey, est-ce que la femme pourrait ne pas être responsable de ne pas se faire violer? Voilà. Puis n'importe qui aussi, là, je dis la femme juste parce que en général, c'est le plus gros pourcentage. Là. Mais je veux dire, tu sais, puis on s'entend, j'ai la chance je suis un homme cis que je me considère, là. Puis je veux dire, j'ai la chance de ça, puis en même temps, oui, puis en tout cas, bref, non, ça, je vais reculer un petit peu. Parce que, excuse. C'est bien correct. Attends, j'ai des petites émotions, donne-moi juste une petite seconde. OK. Bref, ce que je veux dire, c'est que finalement, est-ce que les gens peuvent, comme tu disais, vivre leur vie sans avoir peur, sans avoir tout le temps à se vérifier, se checker, puis d'être dans une situation de « Ah, je vais peut-être me faire agresser », tu sais. Il y a beaucoup de responsabilités qui finit par tomber sur nos épaules. Effectivement. Puis, comme tu l'as dit si bien, dans ton cas, c'est arrivé 2 fois. Et la deuxième fois, là, les gens font comme « Ah, ben, peut-être que tu devrais faire ci, peut-être que tu devrais faire ça. » Oui. Est-ce que ça rend la relation avec ces gens-là qui changent un petit peu de discours plus difficile?
Oui, ça a affecté surtout la confiance d'à quel point je pouvais raconter des situations délicates avec certaines personnes dans mon entourage ou certaines personnes de ma famille. Parce que justement, j'avais l'impression qu'ils mettaient plus de priorité sur comment moi j'agis plutôt que l'agresseur. Et plutôt aussi que de te supporter, j'imagine. Oui, aussi, parce que oui, il existe des services, par exemple les CAVAC, que c'est un système qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles. C'est sûr que ça a été une grande aide d'avoir eux vraiment juste un phone call away ou un courriel ou quoi que ce soit. Il fallait que j'applique sur le CALAC, ISAC, pardon, un peu le système d'assurance pour les victimes d'agressions sexuelles. En gros, ils Oui. remboursent lorsque tu dois partir du travail, comme des congés de travail. Ils peuvent également en rembourser. J'ai fait, par exemple, la demande pour avoir des cours d'autodéfense. Si jamais je voulais un système d'alarme chez moi, ils le rembourseraient également. Mais c'est sûr que niveau soutien, c'est favorable d'avoir du soutien d'un entourage plus proche que juste un organisme avec quelques intervenants. Donc, oui, c'est ça. Donc, surtout avec les temps d'attente qui peuvent être vraiment interminables. Le processus que Cavac m'avait expliqué, c'est du début à la fin du processus comme juridique et tout, ça peut prendre 1 à 2 ans. C'est quand même quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Et je sais que certaines personnes décident de ne pas faire certaines choses justement à cause que le processus est compliqué comme celui-là. Oui. Donc, c'est pas. Est-ce qu'il devrait peut-être y avoir des changements? Probablement. Je ne m'y connais pas assez pour dire lesquels, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être revues par rapport à tout ça, je pense. Oui. Puis je pense notamment au fait que j'ai pu rencontrer au mois de septembre l'investigateur et la procureure pour l'incident qui s'est passé sur la rive nord. Et comme j'avais mentionné tantôt, il y avait beaucoup de commentaires, mettons, parce que la personne était d'origine étrangère, donc au moment qu'ils l'ont arrêté, ils ont retiré son passeport. Et le fait qu'à ce moment-là, le procureur n'était pas encore décidé si elle voulait amener les accusations en cours ou non, OK? ça voulait dire que les conditions qui étaient contre l'agresseur étaient donc mises en suspens. Donc, ils allaient lui remettre son passeport et que les conditions qui devaient être comme pas proches de moi ou quoi que ce soit n'étaient plus applicables. Ce qui m'a fait peur comme tu n'as pas idée. Fait que la personne pourrait t'approcher comme elle veut ou Ouais. tout simplement partir puis jamais Et jamais revenir. revenir, exact. Surtout que c'est dans un autre continent. On parle même pas d'Amérique du Nord, c'est dans un autre continent complètement. Donc, le fait qu'il pouvait très facilement partir et ne jamais revenir, c'était très possible parce que en fait, lorsqu'il a été arrêté, il a eu l'intelligence de ne pas parler aux policiers. Il avait ses droits de ne pas comme parler, puis il le savait, là, tu sais. Donc, il pouvait très facilement partir et l'investigateur voulait m'assurer en disant, mais on aurait un mandat d'arrestation comme partout au Canada. Puis j'ai fait, ben, ça va servir à sweet fuck all s'il est dans un autre continent. Là. Et est-ce que le procureur a dit pourquoi? Est-ce qu'il était, c'était pas sûr si on poursuivait ou pas? Une des commentaires qu'elle avait fait, puis ça va rester avec moi pendant longtemps, c'est il faut peser la gravité de la situation et les conséquences qu'auront une peine de prison sur l'accusé. Ouais. Donc, je me dis, c'est comme s'il était en train de faire le pour ou contre victime qui vit avec ça toute sa vie ou un gars qui va en prison pour les crimes qu'il a faits. Donc, ça, c'était. Genre, Ça m'a est-ce qu'on envoie l'agresseur en prison puis il va peut-être rater sa vie? Mais tu sais, Voilà. la victime, elle, veut pas, elle va vivre avec les cicatrices. Que la personne aille en prison ou pas, elle va vivre avec les cicatrices. Mm-hmm. Et si la personne ne va pas en prison, elle n'a même pas le closure, Voilà. l'espèce de
tu sais, comme tu disais un petit peu, le sentiment de justice rendue, puis Mhm. pas, je veux pas dire réparation parce que je pense pas que ça répare, mais cette espèce j'imagine qu'il y a une sécurité une fois que la personne est arrêtée aussi, tu sais, Mhm. qu'on peut ressentir, là. Exact, parce que déjà le fait que c'est après qu'il ait décidé de ne pas parler à la police la journée même, qu'il était comme laissé en liberté, mais, oui, il n'avait pas son passeport, mais tout de même, il pouvait circuler comme librement, tu sais. Puis un des commentaires que l'investigateur avait fait, lui, c'était quand j'avais fait mention du passeport et tout, il avait dit, mais tu sais, quand il m'avait rendu son passeport, tu sais, il avait l'air comme coupable, comme genre s'il y avait un regret. Donc, j'ai pas peur pour d'autres personnes d'être victimes de lui. Mais c'est facile de dire qu'on a des regrets. En tout cas, bref, aussi. Ça, c'est une autre histoire aussi. Là. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on donne plus d'importance à l'agresseur? ouais. Ça reste une question pour moi aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que, parce que tu disais que la procureure avait mentionné beaucoup de choses par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'est passé avec elle? Ben, c'est surtout l'investigateur, parce que c'était la même personne qui avait fait les remarques de slut shaming quelques mois précédents, mais le procureur, c'était vraiment de peser l'impact qu'aura la prison sur l'agresseur. OK. Puis je lui ai regardé, puis j'étais en train de pleurer à ce moment-là parce que je me dis, j'ai tout fait by the book. J'ai appelé la police pendant que le gars était encore chez moi, ce qui est rare d'arriver. Ils ont pu arrêter la personne, prendre toutes ces informations-là. J'ai fait la trousse médico-légale. J'ai tout fait by the book. Puis ça se pouvait que ça aille même pas en cours. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'était surtout une sensation de désespération, puis de me dire comme, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Puis elle m'a regardé, puis elle a fait, t'aurais rien pu faire de différent. Puis que ça ait quand même une possibilité de ne pas aller en cours, c'était vraiment un choc. Finalement, une semaine plus tard, on m'avait averti comme quoi ça va aller en cours finalement. C'était vraiment comme du soulagement, mais de penser à toutes les personnes qui n'ont pas eu la situation by the book comme moi, qui peut-être ne connaissaient pas leur agresseur, qui n'avaient pas toutes les informations, qui n'ont peut-être pas fait la trousse immédiatement. Je me mets à la place de toutes ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement pu suivre toutes ces étapes-là, puis à quel point le processus juridique, c'est sûr que ça va paraître comme une montagne pour eux. Je me dis, même pour moi, le premier cas que j'ai eu à Montréal, ils n'ont pas pu parler à la personne directe, puis on avait eu des relations consensuelles avant la partie non consensuelle. Donc, je me dis, ici, la situation numéro 2 que j'ai faite by the book était peut-être une possibilité de ne pas aller en cours. C'est sûr que le premier ne va pas aller. C'est sûr que je vais quand même suivre tout le processus d'attendre de 4 à 6 mois de parler à l'investigateur et tout ça, juste pour en être certain. Mais je me dis comme la situation qui est un peu cynique était genre almost perfect dans le sens que j'ai fait les étapes qu'il fallait en parenthèse. Imagine toutes les personnes qui ont pas eu cette possibilité-là. C'est un peu pour ça aussi que tu mentionnais que tu avais perdu confiance dans le système un petit peu par rapport Mhm. à ça, j'imagine. Oui, exact. Puis une fois que tout ça se passe, comment qu'on fait confiance aux gens? Comment qu'on réapprend à faire confiance aux gens ou à recommencer à dater ou à rencontrer des personnes? Comment qu'on se rembarque là-dedans après? C'est sûr que je recommande vraiment prendre les choses à la vitesse que toi, tu as besoin pour ton propre guérison parce que euh, au départ, après le premier incident, je voulais comme rien savoir de tout ce qui était comme sexuel et intimité. Mais on dirait après le deuxième événement, ma réaction du corps était vraiment juste d'avoir des relations juste pour pouvoir me débarrasser du feeling de celui-là qui était problématique. Puis je pense que parfois ça peut être mal vu par les personnes de se dire, mais là, tu continues à avoir genre du casual sex malgré tout. Mais c'est vraiment, tu fais ce que tu peux ou ce que tu as besoin de faire pour ton propre corps dans un cadre de réduction des risques. Donc,
quand même de prendre certaines précautions et d'avoir des relations protégées, etc. Mais c'est une chose que j'ai appris, c'est de vraiment faire confiance à tes propres instincts puis d'écouter ce que toi, tu as besoin. Tu sais, il y avait beaucoup de journées déjà que je fais la fatigue chronique et d'autres choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup de journées que j'ai juste dormi, vraiment comme des 16 heures de long, juste parce que j'avais besoin du repos, du fait d'être épuisée mentalement. Et beaucoup de personnes peuvent se dire, mais c'est pas productif ou quoi que ce soit. Non, tu fais ce que toi, tu as besoin après avoir subi un trauma de cette ampleur-là. Tu fais ce que tu as besoin de faire pour toi. C'est aussi d'arriver à ce moment-là où on a besoin d'être bienveillant envers soi-même, puis de se donner le temps de guérir, puis de se donner le temps de faire ce qu'on a besoin de faire pour guérir aussi. Exactement. C'est sûr que... Et en ce moment, comment ta relation avec les autres se passe? Pas nécessairement juste là, au niveau dating, tout ça, mais même au niveau là, des gens autour de toi. Est-ce qu'il y a toujours une espèce de peur que ça va se reproduire ou est-ce qu'à un moment donné, on retrouve une certaine paix? C'est vraiment une question de circonstances parce que parfois, il peut y avoir des situations vraiment anodines où que j'ai comme un flashback ou de quoi qui apparaît, puis il faut que je me mette seule, puis que je parle pas à personne pendant un certain temps pour pouvoir comme le gérer mentalement. Mais heureusement, comme niveau relation, j'ai la chance d'être avec mon copain depuis environ 2 mois. Donc, le fait d'avoir vraiment quelqu'un qui se préoccupe de moi, qui prend soin de moi, c'était vraiment une bénédiction totale à ce niveau-là. Puis, j'ai décidé de vraiment prendre le temps de me réimpliquer, puis de, de bâtir vraiment des relations plus profondes avec mon entourage déjà existant. Donc, par exemple, je fais du bénévolat, donc je me suis remis à m'impliquer de façon encore plus, de mettre plus de mon temps, d'investir plus de mon énergie dans les relations que j'ai déjà, parce que j'ai déjà une certaine confiance dans mes amitiés puis mes relations plutôt que d'essayer d'en bâtir plus. Est-ce que c'est difficile quand on part d'une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un, comme là, tu as dit que tu avais un conjoint maintenant? Est-ce que ça l'affecte des fois votre relation, ce qui s'est produit? Est-ce que ça hante un petit peu la relation, ce qui s'est produit, ou est-ce que tu as réussi à faire une espèce de scission entre, OK, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, puis ça, c'est ma relation amoureuse? Je sais que ça va peut-être paraître bizarre au départ, mais j'avais certaines hésitations avec mon chum parce il est de la même nationalité que les deux autres personnes agresseurs. Donc, j'ai eu un certain bloc au départ. Euh, mais après, il fallait que je prenne le temps pour déconstruire que c'est pas toutes les personnes qui ont une expérience comme monolithe, c'est pas tout le monde qui a la même chose. Par après, je dirais la seule situation où ce que vraiment ça rentre en compte, c'est parfois au niveau intimité. Il y a certains contextes ou situations lorsqu'on est intime que j'ai dit non comme boundary, comme limite, comme non, parce que je sais que ça va reproduire des flashbacks. OK. Et donc, j'imagine d'avoir une bonne communication avec le conjoint aussi pour justement que dans ces situations-là, il y ait une compréhension. Là. Oui, c'est important, même pour des personnes qui ne sont pas victimes d'agression, de pouvoir avoir une communication saine avec ton ou tes partenaires pour assurer le bien-être de tout le monde. Donc, c'est d'autant plus important pour les personnes victimes d'agression parce que après avoir eu le sentiment de perte de contrôle sur ton propre corps, là, c'est d'autant plus important de pouvoir établir des limites fixes pour dire voici ce que je suis ou ne suis pas à l'aise de faire. Et qu'est-ce qui est le plus difficile encore aujourd'hui par rapport à dealer avec ce qui s'est produit? Je dirais une des choses, malgré leurs bonnes intentions, c'est les personnes qui n'ont pas été victimes de ces situations-là qui essaient de donner des conseils.
sur comment gérer tes émotions ou le processus juridique ou quoi que ce soit, parce que, tu sais, il y a un membre de ma famille qui est avocat, donc il a ses propres perceptions sur comment le système juridique fonctionne. Donc, c'est surtout des personnes qui n'ont pas passé par là personnellement, qui essaient de faire, mais t'as-tu essayé ça pour te sentir mieux et tout? Comme, ils ont des bonnes intentions, c'est pas ça le problème, mais il faut prendre quand même un pas de recul pour savoir, comme, t'as-tu vraiment passé par là pour savoir comment est-ce que moi je peux, comme, prendre des conseils un peu comme non demandés. Puis même des fois, les personnes qui n'ont pas été chercher de l'aide, qui n'ont pas nécessairement fait de plainte à la police, qui ont gardé ça de leur côté, puis tu sais, qui en parlent avec certaines personnes, puis de se faire dire ce genre de choses-là, mais as-tu pensé faire ci, as-tu pensé faire ça? Je veux dire, chaque personne va dealer avec ce qui s'est produit d'une façon différente, puis va faire... Excuse-moi. C'est vrai. Excuse-moi. Excuse-moi, je trouve que tu as beaucoup de courage aujourd'hui, OK? Et ça me met un petit peu en perspective. Je vais être honnête avec toi, ça me met un petit peu en perspective parce que j'ai moi-même été victime dans le passé d'agressions sexuelles. Et moi, de mon côté, j'ai pas fait de plainte, j'ai pas fait appel à la police, j'ai comme vécu ça un peu de mon côté. Et j'ai mes cicatrices aujourd'hui, puis tout ça, puis j'ai juste un reflux de ces gens-là qui me disent « Oui, mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. » Puis ça me ramène toujours à la peur du pourquoi, personnellement, j'ai rien dit puis j'ai jamais rien fait parce que je trouvais que c'est vraiment niaiseux, mais la personne était physiquement plus belle que moi. Fait que j'étais sûre que personne me croirait, tu sais. Oui, je comprends. Ah, excuse-moi, je pensais pas arriver dans mon histoire à moi, là. En fait, je voulais un petit peu l'éviter, là. Non, mais je comprends, mais ça vaut autant pour toi que toutes les personnes qui écoutent le podcast. Peu importe ton vécu, peu importe comment toi tu gères la situation ou comment tu décides de porter plainte ou pas plainte, tes expériences sont valides, ton vécu est valide, puis tu es autant courageux d'avoir été survivant et que tu puisses passer à travers à ta propre façon. Donc, j'apprécie que tu aies eu le courage de partager tes propres expériences. C'est pas juste de moi qu'on parle, c'est à toutes les personnes qui ont été survivantes de ça. Ce n'était pas de ta faute et tu es courageux de pouvoir en passer à travers. C'est dur des fois de justement parce que tu me parlais de certaines choses, puis je me reconnais dans certaines choses que tu dis, veux pas, parce que il y a certaines choses qui marquent, il y a certaines choses qui sont là dans les réactions, tout ça. Oui. Mais c'est de revenir à la vie, puis le plus important, c'est aussi comme d'être à l'aise avec son choix, de faire le choix qui nous convient aussi, tu sais, comme Exact. Mentalement, j'étais pas capable de faire la plainte, j'étais pas capable d'aller à la police. Fait que, tu sais, quand tu parlais d'on fait ce qu'on peut pour se sentir mieux, on fait ça. Moi, c'est comme ça que ça a été parce que, en tout cas, bref. Excuse-moi. Non, c'est correct. Je vais reprendre mes... Ouais. Je vais être honnête. Je vais être honnête, quand j'ai envoyé, parce que j'avais envoyé à beaucoup de personnes là, une liste, comme tu sais, de choses que je voulais parler dans les podcasts, je pensais pas que quelqu'un allait proposer de parler de ce sujet-là. Et ça m'a un petit peu surpris quand tu t'es proposé, pour être honnête. Et depuis que tu t'es proposé, ça me met tellement en perspective beaucoup de choses. Puis premièrement, comme je te dis, je salue ton courage puis la force que tu as de passer par tout ça et la force que tu as d'en parler puis tu sais, je sais pas, de le partager pour que ça puisse aider ne serait-ce qu'une personne quelque part dans le monde, là. Oui. Puis c'est exactement ça mon objectif. D'ailleurs, comme ce vendredi, j'ai la chance, je vais participer à un podcast sur Éducalois.
sur les vécus des personnes LGBTQ victimes d'agressions sexuelles, parce que justement, on est une communauté vulnérable, on a déjà certaines hésitances par rapport à la police puis à tous les systèmes juridiques. Donc, si je peux aider une personne à se sentir mieux dans sa peau puis de pouvoir avoir le courage de vivre de journée en journée, ça aurait été tout pour moi. Parce que ça aussi, c'est important de se donner la chance de réapprendre à embarquer dans la vie aussi, là. Ouais. De se donner la chance comme je disais tantôt, de refaire confiance aux gens. Puis moi, ça a beaucoup été, comme je te dis, la bienveillance envers soi-même là, qui a été le plus difficile. Tu sais, puis de se rappeler aussi que autant qu'on a besoin du soutien ailleurs, autant qu'on a besoin du soutien, que ce soit juridique, policier, que ce soit de nos amis, notre famille, on doit être capable de se donner son propre soutien aussi parce qu'on est supposé d'être notre fan numéro 1 aussi, hein? Exactement. Puis, tu sais, ce qui est important aussi dans le soutien, maintenant, si tu es une personne, si quelqu'un vient te dire, par exemple, que la personne était victime d'agression sexuelle, oui, de le croire, mais aussi de l'aider, même dans les aspects que pour toi semblent anodins. Je vais donner un exemple. Quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai décidé d'avoir une base de lit qui n'a pas de headboard, comme de section pour sa tête. Et Oui. beaucoup de personnes me demandaient pourquoi. Je disais, ah, c'est juste une préférence. Mais pour moi, après le deuxième incident, j'avais un base de lit qui avait un headboard d'antan. Puis un de mes flashbacks, c'est d'avoir ma tête et mes épaules poussées dans le headboard du lit. Donc, Donc, voilà, donc c'est juste pour pouvoir avoir, ressentir ces flashbacks-là de façon sensorielle, j'ai décidé de ne pas avoir de base de lit. Mais tu sais, pour quelqu'un à qui je ne donne pas nécessairement tous ces détails-là, ils vont me dire, ben, c'est juste une base de lit, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, tu fais ce que tu as besoin pour toi, peu importe à quel point ça semble anodin ou inimportant pour d'autres. puis aussi de faire attention quand on est une de ces autres personnes-là, de pas embarquer non plus dans la victimisation de la victime, Ouais. dans le sens où, tu sais, comme si la personne vient te dire, tu sais, comme ce qui s'est produit, puis tout ça, c'est pas de se faire prendre en pitié, c'est pas de prendre l'autre personne en pitié, c'est juste de donner de l'écoute, donner le soutien, donner à la personne ce qu'elle a. C'est pas non plus de la personne qui va vous parler, qui va s'ouvrir le cœur. C'est juste, c'est juste ça qu'elle veut, votre écoute puis votre soutien, dans le fond, tu sais. Donc, pas besoin de faire des commentaires, pas besoin de redonner une solution, pas besoin de fixer la vie de la personne. Soutenez-la, aimez-la, puis écoutez-la. Ouais. Oui, donc, excuse-moi, tu parlais que tu allais être dans un autre podcast par rapport à ça ici. Oui, exactement. Donc, vendredi, je vais enregistrer un podcast avec Éducalois, qui est un site qui est assez connu au Québec pour donner des astuces juridiques. OK. Donc, je vais parler à une intervenante et une personne spécialisée dans les démarches juridiques pour parler un peu des réalités LGBTQ+, face aux agressions sexuelles. Puis, on peut expliquer, en tout cas, dans mon cas, ça va parler de qu'est-ce que c'est un trousse médico-légal, parce que c'est pas tout le monde qui sait nécessairement c'est quoi. Puis un peu de processus de début, comme de parler à l'investigateur, etc., étant donné que j'ai eu la chance de faire ça pour l'incident sur la Rive-Nord. Donc, un petit peu de parler de ton expérience un peu plus technique, je dirais, là, de comment que ça s'est passé là, avec la trousse, puis à l'hôpital et tout ça, j'imagine. Oui, donc ce serait plus dans un cadre éducatif pour vraiment informer les autres personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire, là, la trousse et tout ça? Ça doit être, je veux dire, mentalement, ça doit être quelque chose d'un peu rough, je sais pas, parce que comme, je vais être honnête, je sais pas du tout qu'est-ce que ça concerne ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile de passer au travers? En fait, je vais parler dans mon perspective de personne assignées femme à la naissance. Je ne peux pas dire pour les personnes assignées hommes à quoi ressemblent vraiment les tests de la trousse, mais dans mon cas, ça a été de parler un peu à l'intervenante de ce qui s'est passé,
Il y a des tests sanguins, tests d'urine, des échantillons buccales. Et dans le deuxième incident, c'était aussi des échantillons vaginaux et anal. Gérer ces parties-là a été définitivement plus difficile pour moi, étant donné que ça faisait juste quelques heures que ça s'est passé. Donc, je vais admettre, j'ai quand même pleuré à un certain point, mais voilà, donc les tests sanguins et les tests d'urine servent surtout à faire des tests des TSS, non seulement de façon immédiate, mais j'ai dû faire des suivis, je pense, à peu près 1 à 3 mois par après. Dans mon cas aussi, ce qu'ils ont observé, c'est malgré que j'ai eu le vaccin d'hépatite B quand j'étais plus jeune, mon corps n'avait pas fait d'anticorps d'hépatite B. Okay. Donc, j'ai dû faire un suivi vaccinal pour assurer que j'étais protégée à ce niveau-là. Puis, ce que les échantillons buccales, vaginales et anales font, c'est vraiment une comparaison génétique avec le contenu de l'agresseur, en fait. Donc, de vraiment faire un match niveau génétique. Ce qui, dans ma tête, c'était logique parce que j'ai un background en sciences, donc j'avais compris. Donc, la première fois, ce que je ne m'attendais pas, par contre, c'est qu'ils prenaient mes culottes par après pour pouvoir faire des échantillons. Oui, ils gardaient mes culottes, puis à Notre-Dame, il m'avait donné vraiment un paire de culottes vraiment comme ça daté. C'était pas confortable, puis ça se déchirait à certains endroits, mais au moins je quittais l'hôpital avec des culottes. C'était déjà quelque chose. Ça me fait penser un petit peu, des fois quand on va dans les spas, ils donnent des espèces de culottes en papier, là. Ouais. Ouais, non, c'est plus genre des Fruit of the Loom avec comme taille haute. C'était comme bleu, vraiment, blue jeans délavés. Ce qu'on appellerait des culottes de grand-mère. Ouais, non, c'était vraiment ça. Puis au début, ils pensaient qu'ils n'en avaient pas de ma taille, parce que je suis quand même une personne taille plus. Donc, il fallait qu'ils cherchent. Mais c'est ça, le trousse, c'est vraiment comme des échantillons biologiques. Ils parlent un peu de ton vécu, de la situation, puis c'est ça, des tests de sang et d'urine que j'ai fait. Ils m'ont donné comme des requêtes pour en faire d'autres. Ils offrent aussi la possibilité de prendre un pilule le lendemain, juste comme précaution aussi. Et dans les deux cas, j'ai pris un médicament pré-exposition ou post-exposition. En fait, post-exposition, juste comme précaution, on dirait, si jamais la personne était atteinte de VIH, c'était un régime de 28 jours à prendre. Il y avait un médicament que c'était une fois par jour, puis un médicament que c'était 2 fois par jour, donc pendant 28 jours. Pour l'instant, à Montréal, il fallait que j'aille à une clinique spécifique, sinon les assurances n'allaient pas le couvrir, supposément, puis que ça allait me coûter comme 1000 $. Ouais, non. Puis quand j'étais sur la Rive-Nord, ils ont fait « Ah non, t'as juste allé en pharmacie. » J'étais comme « OK. D'accord. » Mais comme personnellement, même si je savais que les risques étaient faibles, je préférais ne pas prendre de chance. Ben, on ne sait jamais non plus, surtout quand, tu sais, comme si une personne, sans vouloir mettre de clichés, mais si une personne est capable de faire ce genre d'acte-là, elle est capable aussi de mentir sur sa santé sexuelle, tu sais. Voilà. Donc, c'est toujours mieux de vérifier, de faire la vérification parce que c'est quand même le bout de la marque après avoir vu ça, puis après ça, tu te ramasses avec une ITS quelconque en plus, tu sais. Ouais. Ouais. C'est comme, je voulais dire la série sur Sunday, là, mais pas... De façon cynique, mais oui, oui, c'est... Mais en tout cas, c'est jamais quelque chose de facile parce que c'est plein de choses auxquelles penser. Puis encore là, tu te dis, tu sais, comme certaines personnes doivent aller à certains endroits réguliers, sinon il faut qu'ils payent un gros montant d'argent. Tu sais, comme ça engage tellement de choses que les gens ignorent. Ça engage tellement de prise de décision, de cicatrices, de... Tu sais, c'est rare qu'on va entendre ce côté-là
Il me semble, ben moi, j'ai rarement entendu ce côté-là de OK, ben quand ça arrive, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tu sais, comme fais-toi tester ou tout ça, non, non, non. On va entendre souvent comme la même chose à la télé de Ah, ben, elle s'est supposément fait agresser parce que le supposément est toujours très fort à la télé. Oui. Puis, tu sais, c'est tout le temps du doute, c'est tout le temps du Ah oui, mais est-ce qu'on va gâcher la vie du garçon, justement, tu sais? Est-ce qu'on va gâcher la vie de l'homme? Puis, mais on ne parle jamais de tout ce par quoi la victime doit passer une fois que c'est fait, tu sais? C'est vraiment une course à obstacles pour la victime de vraiment, comme tout, parcourir des étapes qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On n'a pas nécessairement le soutien, soit physique ou émotif, pour traverser tout ça. C'était quasiment triste après la deuxième fois parce que je savais on peut plus me repérer par rapport à une première fois que tu es vraiment lancé dans le vide par rapport aux ressources qui existent ou qui n'existent pas assez. Mais c'est exactement, oui, comme tu dis, c'est un peu triste d'être rendu au stade de Ah ben, au moins je sais un petit peu comment réagir. Tu sais, comme Exact. une pensée qui fait pas de sens d'avoir dans ma tête, tu sais. Non, c'est ça. À le Comme, dire à voix haute, moi, j'ai comme des frissons de me dire comme, bon, je sais me repérer dans une situation. Non, on ne devrait pas être au point de pouvoir se repérer. tu sais, quand, justement, tu sais, puis de pouvoir se dire, tu sais, comme oui, on est content d'avoir survécu, oui, on est content d'avoir réussi à passer au travers, d'avoir des cicatrices autant que les forces qu'on en a retirées d'une manière ou d'une autre, mais d'avoir à dire j'ai survécu, c'est quelque chose, puis tu sais, comme il faut être fier d'avoir survécu, mais en même temps, c'est j'ai dû survivre. Voilà, c'est comme j'avais vu un post sur Facebook à un moment donné, du genre What doesn't kill you makes you stronger, mais comme laisse-moi pouvoir être affaibli par ça, parce que la résilience que ça requiert pour pouvoir passer à travers des épreuves semblables, c'est vraiment une quantité monumentale d'énergie que ça prend. Donc, dis-moi pas que mon trauma qui a été blessant pour moi de façon profonde va me rendre plus fort. J'aurais pas dû avoir à passer à travers des telles épreuves. Exactement. Puis même souvent, dans une situation comme celle-là, avant de réussir à trouver les forces qu'on en a tirées, avant de trouver certaines choses, il y a une grosse période de temps où on est dans la faiblesse, on est dans la cicatrice qui n'est pas fermée. Comme si on utilise l'image de la cicatrice, c'est que le sang coule encore. Là. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain où Ah, j'ai survécu, maintenant je suis fort. Yeah! Non, c'est vraiment du inspirational porn du genre. Non, ça n'existe pas dans la vraie vie. En tout cas, très peu de personnes ont ce genre d'attitude-là par rapport à une situation aussi blessante. C'est un peu comme tu disais aussi tantôt, dans le sens où même si c'est bien intentionné, les phrases toutes faites, les phrases, ça, c'est pas ça qu'on a besoin. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait, l'écoute, puis juste le soutien, puis l'écoute, tu sais. Puis si on a besoin de plus, on va le demander aussi, tu sais. Voilà. Comme de prendre ça en respectation et de ne pas non plus vous mettre la faute sur les épaules parce que c'est pas à propos de vous. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Je veux dire, moi, je me rappelle, j'en ai parlé à une personne et ce que la personne me disait, c'est comment moi je vais faire pour vivre avec ça maintenant. Puis j'étais comme, attends, Oh non. attends, c'est moi qui s'est fait agresser, pas toi, là. Ouais. Demande-moi pas comment toi tu peux vivre avec parce que moi, en ce moment, je ne sais pas comment vivre avec. Je veux dire, tu sais, comme, il y a des gens qui ont cette manie-là de rapporter sur eux, genre. Ouais. C'est genre, it's not about you. C'est ça. Et on dirait que les gens ont de la misère à respecter ça, non seulement sur l'agression sexuelle, mais sur l'identité de genre, sur l'orientation sexuelle, sur même les kinks, tu sais, je veux dire, comme, tu sais, on peut-tu avoir la paix à un moment donné, puis comme, en tout cas, excuse-moi. Non, c'est vraiment une frustration réelle.
c'est dur de ne pas se frustrer, effectivement, des fois. Puis, tu sais, on passe par beaucoup d'émotions, la tristesse, le dégoût de soi-même. Tu sais, comme ce que tu disais, à un moment donné, tu prenais des douches puis tu te lavais beaucoup, genre. J'ai été 3, 4 semaines après, genre, à prendre 2, 3, 4 douches par jour, là, puis, tu sais, je me savonnais tellement fort que j'en saignais, là. Ouais. Tu sais, c'est à ce point-là, là, puis j'avais comment on appelle ça, le, le loofah, oui, excuse-moi. Ouais. Tu sais, je veux dire, je levais le loofah, puis je me frottais comme jamais quelqu'un s'est frotté avec un loofah dans sa vie, là. Tu sais, puis je me rappelle plus où je m'en allais avec ça. C'est juste quand tu prends des douches, puis Ah! comme tu te laves excessivement. Puis... Oui, tu sais, comme ça, c'est justement, c'est le côté dégoût de soi, tu sais, comme on veut enlever ce dirt-là de son corps, tu sais. Puis après ça, on peut passer, comme tu dis, par la rage, par la peine, tu sais, comme je veux dire, ça prend du temps à se rendre à l'acceptation. Puis encore là, est-ce qu'on est prêt à accepter à 100%? Ouais. Même encore aujourd'hui, mon cerveau, il bouille juste à penser à tout ça. Puis des fois, dis-moi si ça se fait comme ça, toi aussi, mais des fois, on dirait que je veux juste oublier Tout que à c'est fait. arrivé. Tout à fait. Je pense que je suis encore dans ce stade-là, mais comme je dois essayer de le passer quand même parce que, tu sais, rendu en cours, il va falloir que je témoigne toutes les affaires qui sont très profondes dans ma conscience que j'essaie de passer à travers, mais il va falloir que je repasse volontairement à repasser ces histoires de trauma juste pour avoir comme un certain niveau de confiance que oui, ça s'est réellement passé. Puis aussi d'arriver à ce moment-là où tu peux, tu sais, comme des fois, on vit quelque chose de dramatique, puis tout ça, puis on attend juste d'arriver à cette journée-là où tu peux vivre une journée de temps sans que ça te revienne dessus. Puis, tu sais, cette journée-là, c'est tellement une des plus belles journées de ta vie, genre. Juste d'avoir comme, wow, aujourd'hui, j'ai vécu ma journée, puis j'ai pas pensé à ça aujourd'hui. Ouais. C'est des C'est. belles journées quand ça se passe, ça. Oui. Écoute, on a beaucoup parlé déjà. Le podcast arrive bientôt à sa fin. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais mentionner avant qu'on termine puis qu'on se rende vers le conseil du jour? Je dirais personnellement aux victimes, si vous êtes en mesure physiquement et émotionnellement, après une agression, de faire une trousse médico-légale, je le recommande fortement de le faire parce que peu importe si tu décides de porter plainte ou non, la trousse va être analysée pareil. Donc, que tu changes d'idée d'ici là, au moins tu auras les informations de ton côté. Puis, ça, c'est vraiment de ne pas avoir peur de regarder pour des ressources ou des personnes de soutien, même si les listes d'attente peuvent être longues. Si tu as des personnes dans ton entourage à qui tu peux faire confiance pour enlever un peu le poids que cet événement-là a sur toi, ça va vraiment aider parce que même moi, je suis pas du genre à parler énormément de mes émotions parce que je deviens émotionnelle très rapidement. Mais comme honnêtement, ça a ses bénéfices de pouvoir verbaliser ton vécu puis tes sentiments. Parce que moi, je suis surtout du genre à vouloir embouteiller tous tes sentiments puis le mettre dans un coin puis essayer de l'oublier. Puis à un moment donné, surtout avec l'ampleur d'une agression sexuelle, ça prend beaucoup d'espace, puis ça va être comme, genre, tu mets de l'eau dans une bouteille, puis tu le mets au congélateur, à un moment donné, ça va péter. Là, mais non, c'est ça, de vraiment, tu as un soutien d'entourage qui te soutient, qui t'écoute, peu importe ce que toi, tu peux penser de toi-même, tu peux avoir les pires sentiments de toi-même, mais savoir que tu as des personnes qui sont là, puis qui t'aiment malgré tout. Parce que c'est important de se rappeler de ces choses-là. Oui, vraiment. Surtout spécialement dans des situations difficiles comme celle-là. Oui. Écoute, on est arrivé au moment que j'appelle le conseil/recommandation de la semaine. Écoute, je sais qu'on était dans un sujet super sérieux.
Mais normalement, ce que j'aime à vous inviter, c'est que tu peux donner le conseil que tu veux, ça peut être sérieux ou pas. Donc, c'est vraiment toi qui vois, là. Donc, ce serait quoi ton conseil / recommandation de la semaine? Je dirais, comment mettre ça en mots? Je sais que ça va paraître cliché, mais vraiment, de faire les choses qui te rendent heureuse dans la vie, peu importe ce que d'autres gens peuvent dire que c'est ridicule ou quoi que ce soit, tu sais. Ayant vécu beaucoup de périodes de dépression dans ma vie, même des moments où ce que j'étais suicidaire, j'avais pas beaucoup de repères pour trouver des choses dans ma vie qui me rendaient heureuse. Donc, par exemple, j'ai décidé la semaine prochaine, je vais avoir mon premier tatou puis sur le bras. Puis ce que j'aimerais, c'est, je sais pas si tu as vu le film Spirited Away, c'est un animé japonais. Tu sais, les soot sprites, ces petites bêtes noires qui apportent des petits bijoux un peu partout. Ouais, je vais en avoir sur le bras. Parce que pour moi, c'était un film que j'adorais énormément pendant mon enfance. Puis mon enfance, c'est un peu aussi quelque chose que j'ai tendance à comme mettre au profond de ma conscience, mais je veux pouvoir me regarder puis trouver une source de bonheur. Puis c'est ça, je vais avoir mon tout premier tatou lundi prochain. Et, écoute, non pas que tu as besoin de ma permission, mais excellent choix de tatou. J'approuve à 100%. Merci. Spirited Away, guys, si vous avez une chance de voir ce film-là, c'est magnifique, c'est beau, l'histoire est belle, c'est magnifique. Ouais, ça, puis My Neighbor Totoro, c'est mes deux films japonais préférés. Excuse-moi, tu me dis, t'embarques dans mon côté geek, là. Comme... Non, mais c'est ça, parce que c'est tellement des films, surtout My Neighbor Totoro, il n'y a rien de comme de triste ou de dramatique, ça parle vraiment de comme les aventures heureuses de deux enfants dans la campagne qui rencontrent toutes sortes de toutous géants qui s'appellent Totoro. Tu sais, il n'y a rien qui drague à terre, tu sais, c'est toute la joie que ça apporte. Puis, tu sais, c'est justement, c'est pas dramatique, c'est pas intense, mais ça Mm-hmm. t'apporte tellement plein d'émotions quand même. Ouais. C'est La ça musique qui est aussi, beau, ouais. là. C'est comme, t'embarques dans l'histoire, t'embarques dans écoute, j'aimerais vivre dans un univers comme celui-là. Tellement. Tellement. Ah, il faut que je vive sa planète Terre, c'ti. Ah, excuse-moi. Je suis complètement d'accord. Et sur ce, écoutez, ah oui, c'est vrai, moi aussi, il faut que je fasse un conseil / recommandation. Écoutez, mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être assez simple. Tu as parlé de films qui ont bercé ton enfance. Je vais parler d'un film que moi qui a bercé la mienne. Et c'est The Never-Ending Story 2. Mm. Particulièrement le deuxième parce que c'est un des films, quand j'étais jeune, qui m'a appris à l'importance de sa mémoire, autant positive que négative, l'importance des émotions du passé Mhm. pour ce qu'on est en tant qu'aujourd'hui. En tout cas, je recommanderais ce film-là parce que j'ai appris beaucoup en écoutant ce film-là, puis en le réécoutant par la suite, un petit quand j'ai été plus vieux aussi. J'ai compris des choses que je n'avais pas compris étant plus jeune. C'est magnifique aussi. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on se miniaturise pour visiter le cerveau de Jonathan. Intéressant.